Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde sur les clichés de genre et les biais de représentativité. Je suis Laurent Mauriac, je suis rédacteur en chef de BriefMe, un média qui explique l'actualité, et de BriefEco, un média qui explique l'économie. Et je vais commencer par une petite histoire personnelle qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, c'était fin mars, on a reçu une classe d'élèves de lycée professionnel et il n'y avait que des garçons. Donc j'ai posé la question aux deux personnes qui accompagnaient le groupe. Et ces personnes m'ont dit, ils sont dans une filière électricité, donc c'est normal, ça n'intéresse que les garçons, et c'est normal qu'il n'y ait pas de filles. Donc c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Si on peut régler ce petit souci technique. Donc voilà, ça n'attire que les garçons. Pourquoi ça n'attire que les garçons? Pourquoi y a-t-il une prédominance de garçons dans certaines filières? Pourquoi y a-t-il une prédominance de filles dans d'autres filières? On sait que par exemple les filières techniques ou les filières scientifiques sont très masculines, les filières de service à la personne ou de certaines fonctions comme les ressources humaines sont plus féminines. Au-delà du constat, comment faire pour remédier à cette situation? Et on parlera également des discriminations liées aux inégalités sociales, qui elles aussi ont non seulement des conséquences pour les populations concernées, mais privent les entreprises d'une plus grande diversité. Et pour aborder le problème sous toutes ces dimensions, on a la chance d'avoir des participantes issues de plusieurs mondes, du monde de l'enseignement, du monde de l'entreprise, du monde associatif. Je vais commencer par vous présenter Sophie Béjean, qui est rectrice de l'Académie de Montpellier et de la région académique Occitanie, qui malheureusement n'est pas avec nous et donc qui est à Montpellier. Et Sophie Béjean, vous avez aussi, surtout, alors c'est d'autant plus intéressant votre présence avec nous, que vous avez conduit un rapport en 2021 intitulé « Faire de l'égalité filles-garçons, une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIe siècle ». Et donc on en parlera avec vous. Éléonore Blondeau, à ma gauche, alors vous êtes manager nouveau projet au sein de l'entreprise Eternity Systems, vous nous en parlerez, donc qui est spécialisée dans le nettoyage industriel d'emballage réemployable. A priori, on peut effectivement se dire un univers un peu masculin, mais vous me direz. Et vous êtes aussi cofondatrice et présidente du collectif Startup Industriel France, qui cherche à développer l'économie circulaire et les projets industriels dans les startups. Voilà, donc vous êtes à la jonction de l'industrie et des startups. Renata Spada, vous êtes vice-présidente du groupe Engie et votre titre exact est responsable acquisition de talents, diversité, équité et inclusion. Samy Moulin, à ma droite, vous êtes DRH du groupe Sonépar France, qui est un groupe international qui fait de la distribution de matériel électrique. Et enfin, Marie-Hélène Krah, vous êtes présidente de l'ATD Carmonde. Alors, avant de lancer le débat, juste une petite précision sur les termes employés. Donc, notre conférence va aborder les clichés de genre et les biais de représentativité. Alors, les clichés ou stéréotypes de genre, on peut les définir comme des croyances préconçues qui sont le plus souvent simplistes et qui portent sur les rôles et les comportements associés aux femmes et aux hommes. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette définition. Et les biais de représentativité, plus largement, on peut dire que c'est la tendance à fonder son jugement sur ce type de stéréotypes plutôt que sur des analyses. C'est aussi le fait de généraliser à partir de quelques cas particuliers. Donc, je propose de procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va parler ensemble des constats que vous faites dans votre environnement, de la façon dont vous analysez les causes de ces représentations, leurs effets pour les populations concernées et pour les entreprises. Et dans un deuxième temps, on abordera les solutions. On va rentrer vraiment dans le concret des solutions que vous avez peut-être mises en œuvre déjà, que vous avez essayé de mettre en œuvre. Et on gardera une vingtaine de minutes pour les questions de la salle. Et là, vous me verrez sur mon téléphone portable, je ne serai pas sur TikTok, mais parce que les questions vont arriver par SMS. Donc, pour commencer, je vous propose de démarrer avec Sophie Béjean, en fait un peu dans un ordre chronologique, puisque Sophie Béjean, vous êtes vraiment intéressée à la façon dont les stéréotypes se forment dès le plus jeune âge. Et donc, je le disais, vous êtes à l'origine de ce rapport sur cette question. Donc peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner votre diagnostic de la situation et peut-être votre analyse des causes de ces stéréotypes? Oui, bonjour, merci beaucoup. D'abord, je suis évidemment heureuse de participer à cette table ronde et je vous prie, les membres de la table ronde, les participants ainsi que ceux qui assistent à cette intervention, d'excuser le fait que je sois à distance
Mais vous comprenez qu'en ce jour de reprise dans mon académie, ma présence était obligatoire ici. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Mauriac, et merci beaucoup, j'ai eu en effet à présider un groupe de travail à l'initiative du ministre à l'époque pour faire un état des lieux des parcours d'orientation des élèves, de nos élèves, filles et garçons, au lycée et particulièrement au lycée général et technologique. Et bien sûr, ce qu'on observe dans le contexte du lycée général et technologique, en réalité, on l'observe même de façon encore plus marquée dans la voie professionnelle, et je pourrais vous en donner quelques éléments. Alors, si on parle des constats d'abord et qu'on s'intéresse au parcours de nos élèves, on se rend compte qu'en réalité, les filles réussissent plutôt bien à l'école tout au long de leur parcours scolaire. On le voit à travers les taux de diplomation, par exemple au diplôme national des brevets. On observe que les filles obtiennent une réussite au taux, donc au diplôme national du brevet, au DNB, à 91%, alors que les garçons réussissent à 85% d'entre eux. Si on regarde les taux de diplomation au niveau du bac général, là aussi, les filles réussissent plutôt bien. Il y a 84% d'une classe d'âge des filles donc, qui sont diplômées d'un bac, alors que ce sont 75% dans cette même classe d'âge pour les garçons. Si on va un peu plus loin dans les études, parce que c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, là encore, les filles ont plutôt des bons résultats. Hein. Elles ont 31% d'entre elles qui arrivent au niveau master et 21% des garçons qui arrivent au niveau master. Donc on se dit finalement pourquoi, c'est une espèce de paradoxe, alors qu'elles réussissent plutôt bien à l'école, les filles n'accèdent pas aux mêmes catégories d'emploi. Finalement, on ne s'oriente pas vers les mêmes formations et vers les mêmes disciplines. Et lorsqu'elles ont le même niveau de diplôme, n'accèdent pas à l'emploi aussi bien que les garçons. Et je suis très heureuse d'être à cette table ronde avec des représentants du monde dans l'entreprise pour évoquer aussi cette question. Alors, le travail que j'ai eu à mener, évidemment en partenariat avec tous les membres du comité que je présidais, des représentants des organisations syndicales, de professeurs, des représentants des parents d'élèves, des élèves, des chercheurs, des associations, nous avons pu observer effectivement que les choix des élèves, de leurs enseignements de spécialité, puisque désormais on a quitté les anciennes séries S, L et ES, hein, donc scientifique, littéraire et économique et social. On a quitté ces anciennes séries pour des combinaisons de spécialités qui offrent des parcours plus riches aux élèves et qui, d'une certaine manière, révèlent le fait que filles et garçons pouvaient, par exemple, choisir la filière S, mais pour des raisons différentes. Et je vais illustrer ça par quelques chiffres. Par exemple, les filles choisissent majoritairement des filières plutôt des humanités, des lettres, des sciences humaines. Par exemple, la combinaison humanité, langue, littérature, civilisation étrangère est choisie par les filles à 85%. Et évidemment, c'est le complément des garçons. De même, elles choisissent souvent la combinaison entre langue et sciences économiques et sociales, 71% de filles dans cette combinaison-là, en terminale. En revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses dans d'autres filières, comme en mathématiques et sciences physiques et chimie, c'est-à-dire dans la combinaison de ces deux disciplines. Il y a 36% de filles. Ce taux est malgré tout en augmentation, mais c'est encore beaucoup moins en mathématiques et sciences de l'ingénieur, 13% seulement de filles, ou en mathématiques et numérique et sciences informatiques, donc là encore, moins 11% de filles. Et ce qu'on observe, c'est que dès qu'on combine les sciences de vie et de la Terre, par exemple, avec physique-chimie, alors là, les filles choisissent plus majoritairement. Il y a 65% de filles dans cette filière. Donc, c'est intéressant de voir ça parce qu'on se rend compte que
antérieurement dans la filière S, qui finalement regroupait un peu les combinaisons, les dernières que je viens de citer, eh bien, certaines filles choisissaient probablement la filière S pour s'orienter ensuite vers les métiers de la santé, vers médecine, vers sciences biologiques, alors que les garçons, eux, le font, mais pour aller plutôt vers les sciences de l'ingénieur, vers la physique, vers les filières du numérique. Donc, d'une certaine manière, la réforme du baccalauréat a servi de révélateur d'une finesse de choix des filles et des garçons. On observe d'ailleurs exactement la même chose dans la voie technologique, puisque ST2S, qui est la filière santé et sociale, est choisie à 85% par des filles, alors que STI2D, où c'est plutôt l'industrie et le développement durable, là, il n'y a que 9% de filles dans la voie technologique. Donc, ces choix sont très marqués par, finalement, des différences entre filles et garçons. Et quelle analyse vous faites? Voilà, s'agit-il de stéréotypes? Pourquoi? Comment est-ce qu'on observe ça? Alors, nous avons, avec un chercheur, une équipe de recherche, Pascal Huguet, mené une enquête auprès de 5500 lycéennes et lycéens pour observer de manière avec l'aide des sciences cognitives, la façon dont ils font leur choix. Et ce dont on s'aperçoit à travers cette enquête, je vais très vite, c'est que les lycéens apprécient de choisir par eux-mêmes, d'abord. Ils ont le sentiment de choisir par eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte vraiment s'ils sont influencés ou pas par les parents, par les professeurs principaux, par leurs camarades, mais ils le font en fonction de la façon dont ils mesurent leurs chances de réussite dans les parcours. Et surtout, cette enquête a montré que les choix sont particulièrement marqués par des stéréotypes de genre, d'ailleurs plus chez les filles que chez les garçons, et par un certain manque de confiance ou de confiance dans leur capacité de réussite des filles vers les filières scientifiques, d'ingénieurs et du numérique. Donc c'est un constat important parce qu'il va permettre de travailler peut-être sur des leviers d'action. La dernière remarque que je veux faire en matière de constat, c'est finalement le fait qu'il faut croiser ces stéréotypes de genre avec les marqueurs plus sociaux, parce que les garçons qui sont dans des milieux sociaux plus favorisés vont faire des choix plus diversifiés et inversement, évidemment, les filles issues de milieux plus favorisés vont elles aussi plus souvent choisir une plus grande diversité de choix, plus équilibrés finalement dans leur choix d'orientation. Alors d'où est-ce que ça vient? Certes, on peut considérer que l'école a un rôle important à jouer, mais ça vient aussi de la façon dont, dans la société, les métiers sont représentés, sont marqués par des stéréotypes de genre. Et ces constats-là, on les fait pour la France, mais on les fait aussi dans la plupart des pays en Europe ou les pays développés, à quelques exceptions très, très rares, dans lesquelles il y a eu un travail de fond fait pour essayer de lutter contre ces stéréotypes de genre. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. On reviendra vers vous un petit peu plus tard. Je vais me tourner vers Eleanor Blondeau. Alors, donc vous, je disais, vous êtes vraiment à la jonction du monde de l'entreprise et des startups, puisque vous travaillez dans une entreprise qui est une entreprise importante. Vous allez peut-être nous la présenter, nous en dire un mot, et vous animez aussi un collectif de startups industrielles. Donc c'est un environnement qu'on peut imaginer masculin. Donc peut-être une question un petit peu personnelle. Vous, comment vous avez percé, comment vous avez fait votre chemin pour y arriver, et puis quelle est votre évaluation de la situation? Oui, bonjour. Donc, effectivement, Eternity Systems, c'est une ETI, donc entreprise de taille intermédiaire. On existe depuis 30 ans. On fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1400 collaborateurs à travers 6 pays en Europe et en Amérique du Nord. Dirigé, effectivement, cofondé par 2 hommes. Et aujourd'hui, c'est un COMEX de 5 personnes, dont une femme qui est arrivée seulement l'année dernière. Et c'était un choix du COMEX de recruter une femme parce qu'effectivement le directeur financier devait être renouvelé et dans les prérequis du recrutement, ils savaient très bien que d'avoir 5 hommes, c'était plus possible en fait. Donc ils ont vraiment fait le choix de recruter une femme directrice financière. Donc ça c'est Eternity System, et effectivement à côté je suis cofondatrice et présidente du collectif Startup Industrielle France, qui est une association qui vise à faire connaître l'existence des startups
industrielles, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années à se préoccuper que des startups de services ou numériques, alors qu'il existe depuis toujours également des startups dont l'innovation repose sur un produit matériel ou un procédé industriel. Seulement, on ne les avait pas du tout ni accompagnés ni valorisés. Donc l'objectif, c'est de les faire connaître, de faire connaître leurs besoins en termes d'accompagnement foncier, financier, réglementaire et compétences dont on parle aujourd'hui, et faire connaître les solutions qui répondent à ces besoins d'accompagnement au niveau national et à travers les territoires. Donc, pour répondre à votre question, et là, peut-être un petit tableau des oui. startups par rapport à l'équilibre homme-femme. Ben, au final, en fait, dans l'industrie, qu'on soit dans une start-up ou dans une entreprise de taille intermédiaire, les ratios sont les mêmes hommes-femmes. Le problème, c'est déjà, avant de parler de sexe, c'est déjà de réussir à trouver les talents pour combler les recrutements. C'est-à-dire que nous, je connais des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui, de bac-10 à bac+10, ont des offres d'emploi non pourvues, peu importe le niveau de qualification ou le sexe ou la géographie du poste. Nous, typiquement, chez Eternity, pour ne rien vous cacher, on cherche à recruter une chargée Community Management et Web Marketing qu'on a basée sur le siège à Perpignan. Et bien, je vous promets que c'est vraiment très compliqué. Ça fait 4 mois que le poste est ouvert, on ne l'a toujours pas pourvu. Pourtant, je pense que si ce poste avait été basé en Île-de-France, peut-être que ça aurait été plus facile aussi. Donc, il faut aussi voir la géographie de certains postes. Donc, pour répondre à votre question sur comment moi j'en suis arrivée là, honnêtement, pour rien vous dire, moi à la base l'industrie, je ne sais pas ce que c'est, et l'entrepreneuriat encore moins. Seulement, moi j'ai toujours voulu sauver la planète. Et donc, pendant mes études, j'ai eu une idée d'un projet qui permettait de laver automatiquement sur place des emballages réemployables. Et suite à mes études, je ne savais pas quel métier faire. Je savais que je voulais travailler dans les innovations à impact environnemental positif. Et puis finalement, je me suis retrouvée à lancer ma propre société, où l'objectif, c'est vraiment de répondre à un enjeu écologique. Et en fait, je devenais, sans m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte qu'au fil de l'eau, d'une part chef d'entreprise, et en plus industriel. Et ça, pour rien vous cacher, je l'ai découvert qu'au bout de plusieurs, même en l'occurrence industriel, je m'en suis rendu compte qu'au bout de 18 mois, quand on commençait à vraiment commencer à pré-série, outils de production, bande test, moule, là, on commence à se dire peut-être que je fais pas juste du prototypage ou juste un petit projet associatif, quoi. Non, je suis en train de lancer une boîte industrielle. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai que l'industrie, comme tout le monde, moi avant, j'en avais des images, Zola, une fumée noire et tout crasseux. Alors que l'industrie d'aujourd'hui, donc c'est vrai que moi je suis très orientée solution, je vais peut-être marché de travail, mais alors évidemment ça existe encore, on va pas se mentir, mais c'est plus du tout la majorité. Et l'industrie, c'est finalement tout ce que vous touchez au quotidien. Votre paire de chaussures, vos lunettes, votre vélo, le skate de vos enfants, votre smartphone, la chaise sur laquelle vous êtes assis. C'est ça l'industrie, en fait. Et je pense que c'est comme ça, en termes d'imaginaire collectif, qu'on doit communiquer sur les métiers industriels. C'est finalement, si tu veux pouvoir manger demain, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui produisent ce que tu vas manger demain. Et pour le produire, il faut des routes, des voitures, ou en tout cas des moyens de mobilité, il faut des outils de travail, et même le collier de pâtes de vos enfants artisanales, les pâtes qui le constituent sont industrielles. Et ça, je pense qu'en termes de message et d'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'on doit présenter l'industrie, parce que les gens ne savent plus du tout à quoi ressemble l'industrie. Et je pense qu'un des freins principaux, moi, il se trouve que dans mon environnement personnel, je ne viens pas forcément d'un milieu où les gens avaient fait beaucoup d'études, il y avait beaucoup de moyens. Et donc, c'est grâce à des rencontres avec mes profs qui m'ont supporté et finalement m'ont convaincu de continuer. En l'occurrence, ma prof de compta, parce que j'ai fait STG à la base, voilà. Et ma prof de compta, elle me disait, moi, je suis la seule de mes collègues parmi tout le lycée à avoir fait un stage de 3 semaines en entreprise, alors qu'elle enseigne la comptabilité, de tout le lycée en 50 ans de carrière. Comment voulez-vous que les métiers d'aujourd'hui soient présentés aux élèves si le corps enseignant ne connaît pas les métiers en dehors de leur travail? Et je sais qu'on manque énormément de moyens dans l'éducation. Clairement, ça devrait être la priorité nationale et je regrette la situation actuelle. Mais il faut clairement reconnecter la formation des enseignants avec le monde réel, sans vouloir être péjorative, en tout cas avec les métiers, que ce soit en association ou en entreprise, ou même dans les administrations,
pour que les enseignants, qui sont pour beaucoup d'élèves qui n'ont pas le corps personnel, enfin en tout cas les parents, la vie familiale qui permet d'avoir des exemples, eh ben, les professeurs deviennent souvent les exemples qu'on a envie de suivre ou pas. Et si ces professeurs-là sont déconnectés des besoins et des métiers existants et de la réalité de certaines filières, et bien malheureusement, ils ne pourront pas aussi bien conseiller les élèves. Donc pour vous, c'est pas forcément un problème de représentation des rôles sociaux des garçons ou des filles, mais plus un problème de représentation de ce sont les métiers, de ce qu'est l'industrie. C'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de trop technique, de trop comment dire, On en fait quelque chose de fermé, mais parce qu'aussi, il y a un problème, c'est que les usines aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on a mis dans un truc. On a fait des zones industrielles bien au fond là-bas, les zones commerciales ici et les zones habitées là. Donc forcément, on avait vraiment découpé le territoire et c'est un problème dans l'aménagement de notre territoire au niveau national et dans toutes les régions de France. On avait complètement scindé les écosystèmes. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut que les usines soient proches des lieux de consommation pour réduire aussi les transports. On parle de décarbonation aujourd'hui. Et les usines d'aujourd'hui ne sont plus du tout aussi nocives en termes de bruit ou de pollution, externalité négative que ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne dis pas que le monde est parfait, hein, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais néanmoins, vous pouvez aujourd'hui, sans le savoir, avoir une usine à côté de votre porte qui va produire, j'en sais rien, moi, des meubles, des pâtes, ou je ne sais quoi. Donc, il faut que les industriels ouvrent leurs portes, mais ça nécessite des adaptations du site, parce qu'il y a quand même des enjeux de sécurité et de confidentialité. Donc nous, chez Eternity System, il se trouve qu'on fait, dans 15 jours, les premières portes ouvertes en 30 ans d'existence de l'entreprise. Donc pendant 7 jours, on ouvre l'usine. Et ben, il a fallu 6 mois d'adaptation du site pour réussir à pouvoir accueillir 200 personnes sur une semaine. Donc c'est des investissements et c'est du temps et c'est beaucoup de travail pour réussir à aboutir à ça. Mais il faut que les gens viennent dans les usines pour se rendre compte de ce que c'est. Si on laisse ça fermé d'un côté et qu'on n'en parle jamais, bah forcément, ni les élèves, ni ceux qui les accompagnent, donc je parlais des enseignants, mais c'est aussi tous les accompagnants, les conseillers d'orientation, moi, mon conseiller d'orientation de 3e m'avait dit, Léonore, j'avais entre 8 et 9 de moyenne, voici, tu as BEP coiffure, esthétique ou fleuriste, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, franchement, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, je sais pas ce que je veux faire, mais ça me dit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il avait fallu se battre pour qu'elle aille en seconde, sauf que je n'avais toujours rien à faire. Donc, du coup, à l'époque, les nuls, on les envoyait en STG. Et la miracle, je suis tombée sur Madame Ballester, ma prof de comptabilité, qui m'a ouvert une voie que je n'avais jamais eue jusque-là, en tout cas une main tendue. C'est pour ça que je pense que les professeurs ont un rôle important dans l'orientation de ceux qui n'ont pas un corps femme personnel qui peut les orienter. Et s'il n'y avait pas eu cette prof de comptabilité, vous savez ce qui se serait passé ou pas? Vous avez une idée? Je ne peux pas le dire. En tout cas, clairement, je pense que je ne serais pas là. Voilà. Et moi, je peux vous dire, j'ai 3 profs. Hein. Il y a Madame Ballester, mon prof de maths particulier, Kamal, et ma prof de compta, d'éco après, parce que j'ai finalement fait une prépa miracle. Mais c'est vraiment ces 3 profs-là qui font que je suis là aujourd'hui. Parce que ils ont eu envie de se battre. Et vraiment, moi, je suis encore en contact avec cette Madame Ballester. Et c'était un combat de réussir à accompagner correctement un élève. Parce que c'est clair que dans ma classe, il y en a, et, enfin, franchement, je les aurais... Je sais pas comment... Elle est très patiente, quoi. Très patiente. Donc, les professeurs, c'est un métier... et ils devraient être... c'est eux les héros de la nation, quoi, avec la santé. Et donc, je comprends pas qu'ils ne mettent pas plus de moyens aujourd'hui pour donner les moyens à ces gens. Donc, il y a les enseignants, les conseillers d'orientation, mais il y a aussi Pôle emploi, l'APEC, enfin, tous ceux qui accompagnent les élèves, créer des ponts avec les entreprises et les métiers. Il n'y a pas que les entreprises, il y a les associations aussi qui recrutent, les administrations. Si on faisait, moi, ce que j'avais, il y a quelques années, il y avait une consultation. Moi, j'avais proposé que les accompagnants, je les appelle comme ça, fassent un mois à la place de tous les 5 ans. Donc, en gros, j'en sais un mois, tout le mois de juillet, alors ça va peut-être faire grincer, c'est un exemple. Mais en gros, un mois de juillet tous les 5 ans,
au poste de résultat marketing ou dans un service de Bercy ou dans une association en tant que coordinatrice, je sais pas quoi, ou même en tant que technicien ou opérateur, et qu'à l'inverse, ces gens-là viennent un mois enseigner ou voir ce que c'est de... Voilà. Et qu'en gros, bah, en fait, un mois tous les 5 ans, tous les professionnels changent de job. Voilà. Et si on comprenait mieux les métiers des uns et des autres, bon, déjà, il y aurait moins de crises type gilets jaunes, mais en plus de ça, les élèves et les jeunes, femmes ou garçons, bah, iraient dans les métiers qui leur plaisent vraiment et pas les métiers qui ont vu quelqu'un qu'ils connaissaient. Merci beaucoup. Renata Spada. Donc on va parler d'Engie. Donc vous êtes arrivé à Engie il y a combien de temps? 4 ans et demi. 4 ans et demi, d'accord. Et alors qu'est-ce que vous avez perçu comme univers peut-être aussi un peu la même question, c'est vous, comment vous êtes arrivé à Engie, et puis quel était votre constat? Et puis alors, peut-être aussi, c'est une question que j'aurais pu poser aussi à Éléonore, qu'est-ce que ça a comme influence sur l'entreprise, le fait que ce soit que les effectifs dans certains métiers soient très masculins? Quel problème ça pose finalement? Bon, moi, tout d'abord, je suis brésilienne, donc il va avoir quelques fautes de français, je m'excuse déjà. Je n'ai pas vécu la même chose que vous en termes d'éducation, mais j'ai aussi des professeurs qui m'ont beaucoup influencé. Moi, je suis la première personne de ma famille qui a eu un diplôme universitaire. Au Brésil, la réalité est vraiment différente. Mais le système est aussi différent et un peu plus ouvert. Donc, je vis ce que vous avez vécu avec mes enfants ici, et je comprends tout à fait ce que vous dites. Et donc, je voulais dire, bon, je suis arrivée chez Engie après avoir passé par EDF et par une autre société américaine ici en France. J'étais basée en France. Donc, je suis venue comme expatriée d'EDF et j'étais en finance. Et donc, vous allez dire, comment vous êtes arrivée à diversité, équité, inclusion? Bah, moi, je pense que j'ai toujours été baignée de ces sujets-là parce que déjà, j'ai toujours travaillé dans des sociétés industrielles, et surtout dans le monde de l'électricité, l'énergie. Et donc, j'étais souvent la seule femme dans des réunions. Et bon, j'ai appris à vivre comme ça. Sauf que j'ai vécu des choses que je ne savais pas que c'était inadmissible. Et je me suis rendu compte très tard. Je me suis rendu compte beaucoup plus âgée. Et avant même d'intégrer Engie, d'ailleurs, j'ai intégré Engie parce que la CEO était une femme, parce que j'étais dégoûtée du monde industriel, pour vous dire la vérité, parce que j'avais vécu beaucoup de choses qui étaient inadmissibles. Et donc, je ne voulais plus aller dans le monde industriel. La seule société qui m'attirait, c'était Engie parce qu'il y avait un rôle modèle. Et vous avez parlé de rôle modèle. Le rôle modèle, c'est fondamental pour que les gens puissent se projeter, pour que les filles puissent se projeter, pour que les gens qui viennent des quartiers moins défavorisés puissent se projeter également. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'intégrer Engie. D'abord, bon, j'avais déjà fait la transition dans ma société précédente, j'avais fait la transition entre la finance et les ressources humaines. Et donc, j'ai intégré Engie comme directrice talent de développement. Donc, j'étais responsable de développement des hauts potentiels de l'entreprise. Juste là, je me suis rendu compte des inégalités. Moi, donc, j'étais un peu contre ma propre démarche parce que j'étais responsable de développement de certaines personnes privilégiées de la société. Et donc très vite, j'ai demandé d'avoir la responsabilité d'un projet global. Et donc, j'ai eu deux, en fait. D'abord, pour m'occuper des experts du groupe qui se sentaient aussi un peu privés des reconnaissances dans la société. Donc, nous avons créé un programme des talents, une politique talent spécifique pour les experts du groupe qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Expand. Et après, ils m'ont demandé de m'occuper d'un programme que nous avons appelé 50-50, un programme pour réussir la parité femmes-hommes dans les corps managériels d'Engie. Donc, ce qui est important de ces programmes, c'est qu'Engie est une société aujourd'hui de 100 000 personnes qui fait à peu près 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a l'ambition d'être le leader de la transition énergétique, donc de l'énergie bas carbone. Et pour faire ça, on a besoin de tous les talents. On ne peut pas juste prendre une partie de la population, juste les hommes, pas les hommes. Il faut tout le monde pour réussir à avoir l'innovation technologique qu'on n'a pas encore
pour pouvoir réussir ces défis qu'il y a à la transition énergétique. Et la transition énergétique, bien sûr, ça implique aussi la transition sociale. Donc, Engie, en 2019, nous avons décidé de créer donc, cet objectif qui aujourd'hui est un objectif extra-financier du groupe des premiers rangs, comme les objectifs financiers, c'est d'atteindre la parité femmes-hommes dans les corps managériels. Aujourd'hui, c'est 30 000 personnes, ce qui nous différencie d'autres grands groupes. Alors, avant de parler de l'objectif, peut-être quel a été le diagnostic en fait? Parce que je vois que vous avez mené des interviews pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cette prédominance masculine et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette série de... Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir créer ces programmes, il fallait écouter. Voilà. Il fallait passer par l'écoute parce qu'on ne peut pas présupposer ce qui se passe si on n'écoute pas les gens. Donc, on a fait une série des workshops, des ateliers, des interviews pour écouter les gens de tous les niveaux de la société et de toutes les fonctions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on avait la seule, à l'époque, c'était la seule femme CEO du groupe, mais on avait très peu de femmes dans les middle management et dans les corps exécutifs du groupe. Donc, il fallait changer là-haut aussi, la représentativité. Donc, c'est pour ça que l'objectif se porte sur les managers. Donc, c'est tous les cadres. C'est pas juste les personnes qui ont une équipe, c'est tous les cadres, tout le monde qui a une fonction qui est un high level, c'est qu'on appelle dans la partie des Compenben, 15 ou au-delà. Donc, chaque personne qui est cadre fait partie de cette population que nous, à l'époque, nous avons commencé à 22% des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et 30%, c'est un chiffre crucial parce que c'est les points d'inflexion. C'est quand on commence à changer vraiment les choses, quand on commence à accélérer. C'est très bien de mettre une femme dans les COMEX, c'est déjà le premier pas. Mais une seule n'y suffit pas. Il faut au moins 30% de femmes dans chaque représentation vraiment à sortir des effets. Oui, parce que en fait, ce que je retiens de ce que vous avez dit toutes les deux, c'est que aussi un environnement qui est trop masculin dégoûte finalement les femmes de le rejoindre finalement, parce qu'elles se sentent un peu exclues. Et donc, il y a un cercle vicieux qu'il faut casser en fait. Je vais vous donner un exemple concret, parce que justement avec 50-50, c'est un programme mondial, on a agi dans chaque étape du cycle des vies d'un salarié dans l'entreprise, depuis l'attraction, recrutement et tout ça. Et donc, nous avons lancé ces programmes dans le monde entier. Au Brésil et en Arabie Saoudite, différemment de la France, on peut faire des programmes de recrutement dédiés aux femmes. Ici en France, c'est discriminatoire, on ne peut pas. La loi ne nous permet pas. Mais là-bas, on peut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au Brésil, il y avait, je vous donne l'exemple de mon pays, il y avait une usine au nord du pays qui était très éloignée. On avait un vrai problème pour recruter tout court. Hommes, femmes, on n'avait pas de main-d'œuvre. Donc, il fallait former les gens pour pouvoir les recruter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de faire un programme qui est pour les femmes. Et donc, avec les autorités locaux, nous avons fait des campagnes de recrutement. On est allé chercher les femmes au foyer parce qu'elles n'avaient même pas de profession, ces femmes-là. Il faut dire, c'est une autre réalité. Les gens n'ont pas la même éducation qu'ici. Donc, on les a cherchées à travers les autorités locaux. C'était aussi un facteur d'amélioration de l'économie du territoire là-bas. Et donc, ces femmes sont venues. Pourquoi elles sont venues? Parce que c'était un programme dédié aux femmes. Elles-mêmes, nous avons interviewé plusieurs pour savoir pourquoi elles ont choisi de prendre cette démarche. Elles ont dit que s'il y avait un programme mixte, elles n'allaient jamais se candidater parce qu'elles n'allaient pas croire qu'elles allaient avoir la possibilité d'être choisies. Et vous avez parlé de ça, je pense, auparavant, c'est que justement, les filles, elles n'osent pas. Parce qu'elles ont appris à ne pas oser depuis toute petite. Et donc, il faut changer ça dès l'éducation familiale, mais aussi à l'école. C'est très important à l'école. Il faut dire qu'elles peuvent oser, même si elles ne sont pas bonnes en maths en seconde, elles peuvent être super bonnes en maths quand elles seront au cursus universitaire. Parce qu'elles quand elles sont bien accompagnées. Enfin, moi, pour le témoigner, je suis passée de 4 à 16 en un an. Mais j'avais juste un prof qui a passé du temps avec moi, qui a repris les bases. C'est possible, en fait. C'est possible. Quand il y a quelqu'un qui vous donne de l'intérêt et qui vous accompagne, peu importe qui vous êtes et votre motivation de départ. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. Quand on a quelqu'un qui nous accompagne, c'est ce qui s'est passé avec ces femmes au Brésil. Elles n'avaient pas des métiers. Elles ont appris un métier, on les a embauchées. Aujourd'hui, elles sont super fidèles au groupe. On a fait la même chose en Arabie Saoudite. La même chose. On a appliqué les mêmes concepts. En Arabie Saoudite, juste pour vous donner un exemple, c'est seulement à partir de 2020 que les femmes ont le droit de mettre les pieds dans un site industriel.
Et donc, Engie a décidé de leur donner leur chance. On a fait un programme justement de recrutement spécial pour les femmes. On a eu 2000 CV des femmes ingénieurs qui n'avaient jamais osé aller à un site industriel. Dernier point, Ingénieurs. En quoi le fait qu'il y ait une prédominance masculine, ça freine vous pensez que ça, en quoi c'est préjudiciable à l'entreprise finalement? C'est pas préjudiciable. Il faut dire une chose, les entreprises ont besoin des hommes. On a besoin des mixités. On a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la population du monde, elle est en majorité féminine. Elles ne sont pas en entreprise. On a juste une moitié de la population qui dicte les règles. Et ça a été toujours comme ça. Et c'est la faute des personnes. C'était comme ça. Mais ce n'est plus le cas. On a besoin de changer parce qu'on a besoin d'une diversité des regards, d'une diversité des perspectives. Et je peux vous donner un autre exemple. Avant, l'industrie automobile, elle fabriquait des voitures pour les hommes. C'était les hommes qui les testaient. Mais aujourd'hui, les femmes sont les principaux consommatrices des voitures. Ce sont elles qui décident de l'achat des voitures. Donc, il faut aussi concevoir des voitures qui sont propres aux femmes. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'on n'a pas besoin d'hommes. On a besoin d'hommes. On a besoin de tout le monde. Donc, il faut créer cette mixité et ça ne va pas se passer naturellement parce que ça va prendre 200 ans encore. Il faut inciter, il faut des programmes d'incitation en entreprise, dans les écoles, partout. Il faut que ça soit une approche systémique, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien, parfait. Merci. Tammy Moulin, on va continuer avec vous. Donc peut-être un petit mot sur votre entreprise, qui est une entreprise internationale, et peut-être vous pourrez aussi nous dire, parce que je crois que vous avez eu des postes dans différents pays, si vous avez constaté des différences entre les pays, et puis aussi votre diagnostic sur la situation. Donc je travaille pour Sonepar, qui est une entreprise de distribution de produits et de solutions électriques. C'est un milieu plutôt masculin. On est dans une quarantaine de pays, ça fait 33 milliards, et en France, on est 5600 pour un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. En fait, on voit dans la difficulté déjà de trouver en France un marché d'emploi de femmes qui sont dans ces milieux-là. Et on essaie d'attirer par voies différentes. Donc ça, c'est une première partie parce que c'est très en amont pour aider dans le choix. Et donc, on a fait le choix de vouloir travailler plus en amont. Je vais donner un exemple parce qu'il y a pas mal de choses qui ont parlé. Quand j'ai démarré ma carrière, donc moi, je suis dans ce milieu pareil, assez masculin depuis toujours, et que mon responsable hiérarchique, il a démissionné. Pendant à peu près 10 mois, j'ai occupé mon poste plus son poste. Du coup, j'ai postulé pour son poste. Je trouvais que c'était normal que je postule pour le poste, j'occupais les deux. Et là, on m'a expliqué, parce que j'étais encore jeune, on m'a expliqué que j'étais en âge de faire un deuxième enfant. Et que peut-être, c'était pas le moment de postuler pour le poste que j'occupais déjà depuis 10 mois, mais par contre, je méritais bien une prime. Donc, quand on parle de stéréotypes, ça, c'en est une. C'est-à-dire, on n'aurait jamais dit à un homme de presque 30 ans qu'il allait avoir un deuxième enfant et que peut-être il ne devrait pas postuler pour un poste. Et je pense que c'est les premiers freins qu'on doit casser dans la tête de tout le monde qu'on côtoie. Et c'est aussi permettre aux hommes, donc je vais prendre un autre côté, c'est que quand il y a un congé paternité de 1 mois, il a le droit de prendre son congé paternité de 1 mois. Il n'est pas obligé de le retarder, il n'est pas obligé de reprendre au téléphone. Il peut aussi, pour créer cette parité équitable au sein de l'entreprise, le droit d'être parent existe. Et il faut le reconnaître également. Et je pense que quand on arrive à un niveau où je suis au COMEX, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on est 2. On est 9 au total. Le fait d'être 2, c'est mieux que d'être seul. Quand on est seul et j'ai une voix un peu plus aiguë, il y a un autre type de discussion qui s'installe et je suis moins entendue de fait. Je n'ai pas le même. Quand on a une voix un peu plus basse, finalement, c'est plus impactant. On l'explique parce qu'on peut prendre des cours pour poser sa voix. Pour comment est-ce que je termine une phrase, comment est-ce que je la rends un peu plus grave, comment est-ce que je deviens plus sérieuse. Mais du coup, c'est pas en respectant ma voix qui est naturellement aiguë. Il faut que je prenne une autre voix pour y aller. Et c'est pour ça que je vais peut-être moins parler de l'entreprise en ce sens-là, mais ces stéréotypes qu'on peut rencontrer dans l'écoute. Tout simplement, lorsqu'une femme postule pour un poste, elle aussi, elle va se freiner en disant j'ai que 90% des compétences. Un homme, il va avoir
30%, il va postuler quand même. Donc il y a tout ça à casser, c'est permettre et devenir possible dans ce que nous devons faire. Alors, je ne sais pas si mes exemples vous parlent, mais je pense que c'est ouvrir les portes et enlever ce que moi j'appelle des billets de regard. C'est quelque chose qu'on a fait en interne. On a tendance à recruter ceux qui nous ressemblent. Donc, on est dans un monde masculin, on va recruter plutôt des hommes. Donc, on fixe des quotas à l'embauche, même en France, sans le dire, parce qu'on ne peut pas effectivement le dire. Donc, on va privilégier des candidatures équitables, mais on va bien pousser pour qu'on ait bien 50% des deux côtés. Et on voit que quand on maîtrise le recrutement en interne, on a de meilleurs résultats que lorsqu'on passe en externe. Donc ce que vous dites, c'est qu'un environnement qui est masculin, il va se masculiniser encore plus naturellement, et un environnement qui est féminin va se féminiser encore plus naturellement. Oui, notre programme était sur les biais cognitifs. Donc on a essayé de collectivement voir comment est-ce que Sonné par France regardait le monde. Et on l'a fait sur tous les niveaux de l'entreprise, mais on l'a segmenté pour un peu voir les résultats. Et effectivement, on s'aperçoit que tout le monde est sensibilisé sur le genre, mais que naturellement comme ça, ils vont se tourner vers quelqu'un qui ressemble. En tout cas, les hommes vont recruter plutôt des hommes. Ils savent, ils ont fait telle expérience, on va recruter quelqu'un du même milieu et pas poser sur la compétence. Et on le voit vraiment. Est-ce que vous avez observé des différences selon les pays? Oui, il y a des différences selon les pays. Quand je côtoie mes homologues, le Brésil est assez exemplaire en termes d'ouverture d'esprit tout court. Pas juste sur un programme de femmes, mais quand j'ai discuté avec le patron de Brésil, il n'a pas de frein, il a largement au-delà du genre homme-femme, etc. C'est qu'il y a de tout venant, quelle que soit l'orientation sexuelle, la religion, les origines, le Canada. Alors, je suis désolée, je suis canadienne, mais c'est vrai que il y a... J'aime pas critiquer les pays dans lesquels je vis, mais il y a peut-être moins envie de mettre dans une boîte. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on classe les individus? Donc, une femme de 50 ans va donner un stéréotype, ou quelqu'un qui a fait X années de finance peut pas faire des ressources humaines. C'est assez rare de pouvoir changer de métier à partir d'un certain âge. Les ingénieurs, c'est plutôt des hommes, donc on va dire ça. L'informatique attire plutôt tel type de profil. Et donc ensuite, on part que par exception. Ça, c'est un peu la France, alors que le Brésil, le Canada, les États-Unis, c'est plus des pays d'opportunité qui se présentent, et ceux qui osent vont y arriver plus facilement, je pense. Merci beaucoup. Marielle Edgar, alors avec vous, on va parler d'un sujet qui est connexe, mais qui est un petit peu distinct, c'est les discriminations pour cause de pauvreté. Et en fait, là aussi, on voit qu'il y a un cercle vicieux. En fait, on parlait de cercle vicieux tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'être pauvre crée des discriminations supplémentaires, en fait, et qui se jouent là aussi. On l'a vu avec la situation entre les hommes et les femmes dès la cour d'école, en fait. Alors, je vais quand même me raccrocher à ce que l'on dit de mon collègue aussi, avant de parler de discrimination, parce que d'abord vous dire qu'Athénée Carmonde mène un combat contre la grande pauvreté, et que ce combat que nous le menons pour les droits des personnes, pour que chaque personne puisse exercer ses droits. Et puis peut-être redire combien dans notre pays les droits sont différents. Si vous venez d'un milieu très favorisé, à l'école, vous allez choisir votre orientation scolaire. Tout à l'heure, vous parliez, madame, de votre parcours. Et moi, j'ai essayé de regarder au parallèle le parcours d'enfants, de jeunes qui sont de milieux très défavorisés. Parce que quand même, dans notre pays, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, au-delà du côté monétaire, c'est quand même vivre au quotidien, un quotidien extrêmement différent de tous les autres citoyens. Un quotidien extrêmement différent à l'école, au collège, au lycée, dans l'entreprise. Si par hasard on arrive à être embauché dans une entreprise, c'est quand même avoir des problèmes. Quand on vit dans la grande pauvreté, c'est qu'on a des problèmes d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et culture. Vous voyez, tous les droits fondamentaux c'est ce cumul de droits fondamentaux qui fait que l'on vit dans la grande pauvreté. Alors je reviens sur ce que vous disiez toutes les trois pour donner peut-être l'éclairage du parcours scolaire d'enfants de milieux très défavorisés et de la manière dont finalement les garçons les orientent d'une manière et les filles d'une autre manière. Et je veux vous prendre 2 exemples qui sont au milieu de centaines d'autres, mais pour
pour montrer que d'abord, les parents et les jeunes de milieux très défavorisés dans notre système scolaire n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les outils pour pouvoir choisir pour leur enfant, pour leurs jeunes. Les jeunes n'ont pas les outils, les codes pour pouvoir choisir. Donc qu'ils soient garçons ou filles, ils ne choisissent pas ou très peu. Ils ne choisissent pas ou très peu, ce qui fait que on arrive, je vais prendre un exemple très précis, des jeunes qui sont en SECPA, dans ces sections de collège où vous avez plus de 72% de jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Eh bien, dans les 72% de jeunes, enfin dans ces jeunes qui sont en SECPA, pardon, dans l'ensemble de ces jeunes qui sont en SECPA, il y en a 37% qui sortent de SECPA en allant passer un CAP. En allant passer un CAP très souvent non choisi. Ce qui quand même, moi, me fait un peu frémir dans mon parcours professionnel. J'ai passé un CAP de photographe et je trouve ça assez terrible de ne pas choisir son CAP. Et 63% sortent avec rien, je ne sais pas, rien. Inscrit nulle part, aucune orientation, aucune inscription, aucun diplôme. Mais je vais vous prendre deux exemples, un garçon, une fille. Le garçon, appelons-le Vincent, il a eu un parcours de collège où il s'est intéressé à la technologie et où on lui a dit tu vas aller en STI parce que en STI, voilà, tu vas vraiment pouvoir apprendre des choses. Il se voyait travailler à la NASA en étant en STI. Et puis il raconte ensuite, il dit en fait je me suis retrouvé sur une tourneuse fraiseuse parce que voilà, parce que issu de milieux défavorisés et que à la suite de la STI, eh bien, il a dû se faire rapidement embaucher par une collectivité pour ramasser les feuilles dans les cours d'école, etc. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait le choix qu'il aurait aimé pouvoir faire. Et une autre, on va l'appeler Nathalie, une jeune femme une jeune fille d'abord, qui au collège voulait absolument passer un CAP de petite enfance, donc vraiment cette orientation petite enfance, et qui se retrouve au bout d'une dizaine d'années plus tard, secrétaire médicale, en n'ayant jamais pu passer son CAP de petite enfance, parce que sans cesse, on lui a dit qu'en fait, elle n'était pas capable. On considérait qu'elle n'était pas capable. Quand vous dites on, c'est qui? C'est son environnement familial? Ce n'est pas l'environnement familial, c'est l'environnement de formation, l'environnement qui peut permettre d'entrer dans cette formation. L'environnement familial, il essaye de pousser autant qu'il le peut, mais il a du mal à pousser parce qu'il n'a pas les codes, il n'a pas les mots et il n'a pas les outils pour pouvoir pousser. Alors, je voulais vous parler du 21e critère de discrimination pour précarité sociale parce que je trouve que tout ça est quand même assez lié et que quand on parle de garçons qu'on oriente d'un côté, de filles que l'on oriente de l'autre, il y a aussi cette manière de regarder les jeunes avec les biais, comme vous disiez, ou comme vous disiez Renata, il faut tout le monde pour réussir. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de tout le monde pour réussir dans le monde de l'entreprise. Et moi, j'en suis totalement convaincue. Pour être auprès des plus pauvres à longueur d'année, je suis totalement convaincue qu'ils ont besoin, que vous avez besoin des plus pauvres que nous connaissons et qui ne demandent qu'à se faire embaucher dans vos entreprises. Et nous avons fait reconnaître ce 21e critère pour précarité sociale parce que, vous le voyez bien dans les cours de récréation ou dans les transports en commun, vous entendez sans arrêt, par exemple, se faire nommer de cassos. Cassos, cas social. Vous êtes un cassos. Ça peut paraître anecdotique comme ça. Mais quand à longueur de journée, on vous dit que vous êtes un cassos et que donc vous perdez petit à petit l'estime de vous-même, vous perdez l'envie même de rentrer dans les apprentissages qui vous sont proposés, vous perdez l'envie d'imaginer le métier que vous allez pouvoir exercer. Et ce 21e critère de discrimination pour précarité sociale, ce n'est pas basé que sur Cassos, bien entendu, mais c'est aussi pour dénoncer cela, pour que l'on arrête
dès le plus jeune âge, de montrer du doigt des enfants, des jeunes qui sont nés sous une étoile différente, disons. Quand vous dites 21e critère, c'est un critère qui a été reconnu par le défenseur des droits. Par le défenseur des droits. Voilà. Il y a 25 critères actuellement. Donc, critères de discrimination. De discrimination, absolument. Très bien. Alors, on va passer aux solutions. Donc, Sophie Béjean, on va revenir vers vous. Et donc, votre rapport, il y avait une partie constat et puis il y avait une partie qu'est-ce qu'on fait maintenant pour remédier à la situation avec cet objectif de parité ou de mixité, vous allez nous dire. Donc, quelles ont été les principales propositions que vous avez faites? Votre rapport, il date d'il y a, je crois, deux ans à peu près, ou peut-être un peu plus. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été mises en œuvre dont vous pouvez nous parler? Oui, bien sûr. Et... Votre micro est coupé. C'est bon? Non, je crois qu'il n'est pas coupé. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Bon, très bien. Écoutez, merci d'abord parce que je pense que les témoignages et les regards un peu croisés autour de cette table ronde ont déjà fait émerger des pistes que effectivement nous avions reprises dans notre rapport qui a été remis maintenant il n'y a pas tout à fait 2 ans. D'abord, effectivement, c'est avoir une approche systémique. Ça, c'est très important pour décloisonner et faire en sorte que tous les acteurs qui sont auprès des enfants, auprès des jeunes et tout au long de leur parcours scolaire et éventuellement vers l'enseignement supérieur, se mettent ensemble pour lutter contre certaines représentations, certains stéréotypes, que ce soit des stéréotypes de genre ou des stéréotypes sociaux, et je fais écho à ce qu'a dit Marie-Alette Grard. Pour ça, il y a des leviers d'action, il faut le faire y compris avec le monde de l'entreprise et avec les entreprises elles-mêmes. Alors, cette approche systémique, elle exige d'être associée à des objectifs clairs. Et dans la discussion qu'il y avait à l'instant, de se dire est-ce qu'il faut se donner des objectifs de parité? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'avoir des programmes dédiés pour les femmes dans l'entreprise? Mais est-ce qu'on a le droit aussi de se donner des objectifs cibles ou des quotas parfois? On s'est rendu compte dans l'histoire, notamment dans notre pays, qu'on a réussi à faire progresser les choses quand il y a eu des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou des quotas en politique. C'est ça qui a fait avancer les choses. Et à cet égard, notre ministère, notre ministre actuel et comme le précédent d'ailleurs et même le Premier ministre, s'était engagé et avait donné des objectifs cibles d'atteindre au moins 30% de mixité, parce qu'on a besoin des filles et des garçons ou des hommes et des femmes dans chacune des disciplines, dans chacun des parcours de formation et ensuite dans l'ensemble des milieux et des mondes professionnels. Et donc se donner 30% de mixité, c'est un objectif ambitieux, mais on sait qu'après, une fois qu'on a dépassé les 30%, ça ira mieux. Alors, comment décloisonner, comment créer des ponts? Les rôles modèles, c'est une question importante, et donner l'opportunité à des jeunes filles ou à des jeunes d'origine sociale modeste, l'occasion, ou très pauvres, comme vous le disiez, Madame Grard, de rencontrer d'autres jeunes femmes ou jeunes personnes qui ont réussi dans des parcours, qui sont allés vers l'industrie, qui ont eu de l'ambition dans leur parcours, des rôles modèles que je dirais accessibles. Il ne s'agit pas de leur faire connaître Marie Curie, même si c'est important, mais des rôles modèles accessibles, c'est-à-dire des jeunes femmes ingénieures, des jeunes femmes chercheuses, des jeunes femmes qui travaillent dans l'industrie. Ça, c'est un point très important. J'associe ça d'ailleurs, parce que je l'ai dit tout à l'heure, souvent les stéréotypes de genre et les déterminants ou discriminations sociales se croisent aux cordées de la réussite. C'est un des leviers d'action qu'on déploie dans nos collèges, dans les lycées, et en particulier soit les territoires ruraux ou les quartiers politiques de la ville, pour accompagner, parce qu'il y a des professeurs qui sont engagés, je sais qu'ils sont très nombreux, probablement parmi ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'aider leurs élèves.
Et pour ça, il faut qu'on leur donne des leviers d'action. Il faut aussi qu'on leur donne l'occasion de découvrir un peu mieux, non pas tous les métiers, parce que ce n'est pas leur rôle. Ils doivent travailler avec les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation. Ils doivent travailler aussi avec nos partenaires des régions, des collectivités régionales qui ont cette mission aussi d'information sur les métiers. Et puis nos partenaires des entreprises. Par exemple, en Occitanie, j'ai souhaité créer un club école-entreprise pour que nous travaillions avec les entreprises pour qu'elles ouvrent leurs portes, pas seulement une semaine par an, mais à toutes les occasions, pour créer des ponts, pour que les professeurs, les chefs d'établissement, les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale se connaissent, se rencontrent, se croisent, travaillent ensemble, et finalement, tout cela au bénéfice de leurs élèves. Donc, c'est aussi un levier intéressant. Parmi les propositions un peu innovantes que nous avions faites, il y avait l'idée de mettre en place des chartes d'accueil pour les filles dans les milieux professionnels où elles sont trop peu nombreuses. Et c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour mieux accueillir les femmes dans les entreprises où il n'y a que des hommes ou quasiment que des hommes. Moi, j'aimerais, on va le faire, avoir une charte d'accueil des filles dans les milieux professionnels qui ne sont pas suffisamment mixtes. Nous avons aussi, parmi les propositions qui ont été faites, suggéré qu'il y ait un label égalité filles-garçons dans les établissements scolaires. Et je suis très contente que le label a été mis en place. La première édition a eu lieu cette année. Il y a plus de 500 établissements en France qui sont désormais labellisés. Il y a plusieurs niveaux, 1, 2, 3. Et parmi les critères d'obtention du label, il y a aussi les partenariats, l'implication des parents, l'implication des élèves même, parce qu'ils sont sensibles à ces questions-là. Et quand on les implique, ils ont aussi envie d'aller vers les autres et de s'engager sur ces questions de valeurs qui les touchent beaucoup. Ce label est à destination de qui, principalement? À destination des élèves, des parents, C'est un label qui est à destination des équipes des établissements scolaires, des collèges et des lycées, auxquels peuvent participer toute la communauté de l'établissement. Bien sûr, il faut une impulsion. Souvent, ce sont les référents égalité filles-garçons. Donc, dans l'Académie de Montpellier, il y a 95% d'établissements scolaires qui ont des référents égalité filles-garçons, près de 300 référents qui, avec les chefs d'établissement, mais aussi avec les professeurs de documentation, les psychologues de l'éducation nationale, avec toute la communauté, souvent le conseil de vie lycéenne ou collégienne, et en impliquant, si possible, les parents. Donc, ce label, il est délivré au niveau académique et pour le niveau 3, il est délivré au niveau national. Il y a une circulaire et vous souhaitiez qu'on dise qu'est-ce qu'on attend des professeurs. Moi, je dis aux professeurs qui nous écoutent, aux chefs d'établissement qui nous écoutent, employer ce levier du label, parce que c'est pas seulement une reconnaissance, en fait, c'est un processus qui va vous permettre de vous engager, de déployer des actions, de vous appuyer sur des ressources qui existent, qui sont mises à disposition, soit par le ministère, soit par les académies. Donc, il faut pleinement employer cela. Et puis, il y a un autre levier qui est plus compliqué en réalité à mettre en œuvre, mais qui est absolument essentiel et qui permettra de répondre à l'enjeu de la confiance en soi pour les filles, confiance en soi dans ce qu'elles prévoient comme parcours, mais même dans la façon dont elles prennent la parole, dont elles posent leur voix, c'était dit tout à l'heure. Là, les professeurs ont un rôle à jouer. Désormais, il y a dans la formation initiale des professeurs des heures d'enseignement, 18 heures d'enseignement. On peut dire c'est trop peu, c'est pas assez, bien sûr, mais en tout cas 18 heures dédiées à l'égalité filles-garçons. Dans mon académie, il y a dans le programme de formation continue des enseignants des propositions aussi de formation sur ces sujets-là. Et dans cette idée de faire que les professeurs en classe, dans leur pratique pédagogique, prennent l'habitude d'avoir une pédagogie que je dis inclusive, c'est-à-dire une pédagogie qui va encourager filles et garçons de la même manière, qui va aussi encourager
ceux qui seront peut-être d'origine sociale très modeste ou peu accompagnés, à décoder ce qu'attend l'école et à leur permettre de mieux se positionner dans non seulement leurs enseignements, leurs apprentissages, mais finalement dans l'ambition qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes, pour leur parcours, pour leur avenir. Parce que malheureusement, et dans mon académie, c'est très souvent le cas, les familles ne poussent pas dans les milieux sociaux très pauvres ou très modestes ou très éloignés de l'école. Les familles ne poussent pas. Et donc, on a besoin vraiment d'encourager les élèves, les filles, les garçons, à viser plus haut, à avoir plus d'ambition scolaire et, in fine, aussi plus de réussite et d'opportunités pour leur avenir. Peut-être très rapidement, est-ce qu'il y a des actions possibles en direction des familles ? Travailler avec les familles, c'est nécessaire en matière d'orientation, nous le savons bien. C'est d'ailleurs le rôle des chefs d'établissement, des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale de travailler ensemble en direction des familles. Nous le faisons aussi en lien avec nos partenaires. Et donc là, je vais rappeler le rôle des régions sur l'information sur les métiers, mais aussi le rôle des entreprises elles-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait cet écosystème ouvert, il faut créer des ponts, il faut travailler avec des rôles modèles et saisir toutes les opportunités pour cela. Et par exemple, à l'occasion du printemps de l'orientation, qui est toujours un temps fort en matière d'orientation, faire en sorte que de nombreuses opportunités soient proposées tant aux élèves qu'aux familles. Merci beaucoup. Éléonore Blondeau, ça fait écho à des choses que vous avez déjà dites, les rôles modèles. Comment, du côté de l'entreprise, comment on peut le mettre en place de façon concrète ? Oui, j'aurais tellement de choses à dire sur tout ce qui a été dit, rien que sur l'exemple pour le congé paternité. Donc moi, j'ai eu ma propre entreprise pendant 5 ans. Et on était 10, on était 2 femmes, 8 hommes. Et il y en a un, effectivement, la question du fait qu'il avait à peu près la trentaine et qu'il avait peut-être ailleurs les enfants, ça m'était pas passé par l'esprit. Il se trouve que, paf, il a décidé d'être papa avec sa compagne, et en plus de prendre son congé pat. Et ben, je peux vous dire que moi, je m'attendais pas du tout. Alors que ma commerciale, qui elle avait la trentaine, j'étais là, je te surveille, fais attention à ce que tu fais, tombe pas enceinte. Alors que lui, je l'avais pas vu venir. Et en fait, moi-même, j'avais le cliché, j'avais le biais en fait en moi. Et alors, ce qui a été dingue pour vous raconter, c'est que tous les mecs, avant qu'il soit papa, lui avaient fait un cadeau avant. Après, ils lui ont fait un cadeau après. Et pendant tout le temps où il était absent, où moi, j'étais déprimée parce que c'était mon responsable d'ingénierie, donc c'était une personne clé dans l'entreprise, l'excuser ou lui trouver après, une fois qu'il est rentré, parce qu'il était très fatigué, il faisait plein d'erreurs, c'est en fait normal. Mais du coup, il trouvait toutes les excuses. Et moi, à ce moment-là, j'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, les 2 femmes de l'entreprise, on regardait ces hommes qui étaient tous des trentenaires, voilà. On disait, mais c'est le monde à l'envers, en fait. Donc, on avait vraiment le biais nous-mêmes. Et donc, depuis cette aventure qui, à l'époque, c'était mal passé, on va pas se mentir, j'avais très mal réagi. Depuis, en fait, maintenant, je regarde les hommes de façon complètement différente, surtout dans les trentenaires. Ils sont nombreux, en fait, dans mes amis, à vouloir à jouer leur rôle de père. Mais ce qui est nouveau, moi, j'en parle avec mes mentors, qui ont plutôt 50, 60 ans. Eux, ils n'avaient pas cette volonté de jouer leur rôle de père. Et ils le disent, c'est nouveau. Ils n'avaient pas les droits. Ils n'avaient pas le droit, et peut-être pas ils n'avaient pas le droit, peut-être pas la volonté, je ne sais pas, mais en tout cas. Peut-être qu'ils avaient l'envie, mais n'avaient pas le courage de les dire non plus. Ça, c'est vrai, voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, même nous, les femmes, finalement, on a des biais aussi par rapport à ça, donc il faut permettre au papa d'être papa. Le deuxième point, c'est qu'on veut pousser tout le monde à devenir ingénieur ou docteur ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit, on m'avait proposé fleuriste, esthéticienne ou coiffeuse. Je ne dénigre pas ces métiers. En fait, si c'est ce dont j'ai envie, qu'on me laisse être coiffeuse, quoi. Il y en a qui rêvent d'être coiffeuse, très bien. Il y en a qui rêvent d'être technicien de maintenance, d'être opérateur, d'être cariste, d'être chauffeur, livreur, je ne sais quoi. Il faut pas dénigrer ces métiers. Dans les discours politiques actuels, on veut que toute la nation soit ingénieure. Je regrette tout à fait ce positionnement parce qu'on a besoin de vous le disiez tout à l'heure, de tous les talents. Il faut des sciences sociales, des sciences techniques, il faut des gens qui ont des diplômes, des gens qui n'en ont pas, il faut des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des tordus, de toutes les couleurs, de toutes les religions. En fait, on a besoin de tout le monde. Déjà, si on veut obtenir et atteindre nos objectifs environnementaux et sociétaux de transformation de notre monde, on a besoin de tous les profils et on doit permettre aux gens de faire le métier qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et juste qu'on doit leur ouvrir toutes les portes, qu'ils aient connaissance, eux et leur famille,
des portes possibles, mais qu'après on leur laisse. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cadres démissionner de leur poste de cadre pour devenir boulanger, jardinier. Et bah, très bien, en fait, mais si c'est ce qu'ils ont envie de faire et que c'est ce qui les rend heureux, je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà, je voulais dire un autre truc, mais je l'ai oublié. Et donc, pour rebondir sur le fait que, en fait, les entreprises, oui, parce que on peut très bien, il y a des entreprises, notamment dans l'industrie. En fait, c'est côté entreprise, comment on met en pratique ce qui a été dit. Eh bien, par exemple, nous, on a beaucoup chez Eternity System. Le meilleur exemple, c'est notre directeur France, il s'appelle Khaled. Il a été le 2e salarié de l'entreprise il y a 30 ans. Il a commencé comme cariste. Et il a monté, donc il a fait 0 études, il a commencé, il avait 17 ans, hein, c'était un job d'été. Il a fait toutes les étapes de l'entreprise. Aujourd'hui, il est directeur de la France, qui est le plus gros des 6 pays dans lesquels on est installé. Et c'est une personne absolument incroyable dans l'entreprise, une ressource clé. Et donc, je pense que les entreprises, et ça c'est quand même aussi très dans l'esprit des entreprises industrielles, qui ont jusqu'à présent, alors pour ce coup-là c'est une bonne chose, mais il y a malheureusement pour d'autres choses c'était négatif, vécu un peu dans leur bulle, mais ce qui fait qu'il y a un vrai esprit familial et de fidélité et de progression dans les entreprises qui est quand même très fort, qu'on retrouve moins dans les entreprises qui ont été jusqu'à présent peut-être plus ouvertes. Donc pour ce point-là, c'était bien d'être plutôt dans sa bulle, même si maintenant nous on est en train d'ouvrir beaucoup, parce que justement on pense qu'il est crucial de reconnecter en fait l'industrie et les autres métiers ou écosystèmes des territoires et de la société en général. Donc c'est déjà faire évoluer les salariés en entreprise. On recrute, nous, énormément de personnes en situation de précarité qui vivent dans des zones éloignées de l'emploi. Je ne sais plus le terme, c'est pas ça le terme exact, mais en tout cas, des gens qui ne savent pas forcément lire ou écrire, et ben, on va les recruter effectivement au début sur des métiers très opérationnels. Et après, on donne des cours de français ou du pays dans lequel ils sont présents. En fait, on ne regarde pas du tout le CV de la personne. À partir du moment où la personne elle a envie de travailler, honnêtement, on lui trouve... on a tellement d'offres en cours dans l'industrie à tous les niveaux que vraiment... Nous, tout ce qu'on cherche, c'est la motivation et la rigueur. Après, arriver à l'heure, voilà. Mais une fois qu'il y a ça, que vous sachiez lire ou pas, écrire ou pas, la couleur de votre peau, votre religion, vos orientations X ou Y, on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment très fort dans... Enfin, je parlais avec notre DRH il n'y a pas si longtemps, il le répétait, et à chaque réunion, le diplôme, on s'en fiche. Renata Spada, est-ce que ça doit être un rôle de l'entreprise de mettre en valeur justement des gens qui ont peu de diplômes, qui ont accédé à des métiers ou des choses qu'ils souhaitaient, ou de mettre en avant des femmes qui ont des rôles voilà, que dans nos représentations, dans nos stéréotypes, on pense être plus masculin? Oui. Je vous dis un peu ce qu'on fait, en fait. Justement, grâce au programme 50-50 qui a cette approche systémique qui agit dans toutes les étapes, on agit, et pas seulement en interne, mais aussi en externe. Donc, c'est agir avec les parties prenantes aussi externes. On met en valeur justement ceux qui réussissent et qui viennent de tous les univers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a mis en place ces programmes pour les femmes, on a ouvert la discussion sur toute autre sorte de diversité dans l'entreprise. Il n'y avait pas un poste dans l'entreprise pour s'occuper de la diversité et l'inclusion au niveau monde. Il n'y avait pas une politique diversité, équité, inclusion avant d'avoir créé les programmes pour les femmes. Donc, quand on crée quelque chose sur l'inclusion, ça favorise tout le monde. Et justement, on a parlé des personnes en situation de précarité et tout ça. Donc, on a grâce à la discussion des femmes, nous avons pu élaborer une politique mondiale qui aujourd'hui s'appelle Be You at Engie. Be You at Engie, c'est Sois toi-même dans l'entreprise. C'est ce que vous avez mentionné. En fait, on s'en fiche de qui vous êtes. On veut juste des personnes vraiment motivées et qui peuvent avancer la cause qui est la nôtre, qui est ce qui nous unit dans l'entreprise, même si on est tous différents. Et ça, c'est qu'on veut. C'est pas encore, il faut dire, on est au début d'une démarche mondiale pour favoriser l'inclusion. On n'est pas encore... Il y a beaucoup d'endroits qu'il faut encore progresser, mais c'est une politique qui est portée par l'ex-com de l'entreprise, par les exécutifs de l'entreprise, et ce sont eux qui doivent donner l'exemple. Et donc, il faut que cette caste, on va dire, les exécutifs de l'entreprise
puissent réfléchir à la diversité du groupe. Et donc, on favorise justement des carrières en interne, on favorise ceux qui viennent d'autres univers pour qu'ils puissent aussi montrer l'exemple et être dans les cercles des décisions de l'entreprise. Et par rapport au monde de l'enseignement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des enseignants ou des chefs d'établissement pour faciliter la bonne orientation de leurs élèves? Bon, donc moi, comme je suis aussi responsable d'acquisition des talents, je suis aussi responsable des relations académiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a connu l'association Melchior. Et dans les relations académiques, il faut dire qu'on a changé nos critères. Ce que vous avez dit, en fait, la France est un pays d'ingénieurs et c'est très bien, c'est l'excellence qu'on vise. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'élitisme, qui pour moi c'est quelque chose que j'ai appris ici, je ne connaissais pas. Et donc, dans une grosse boîte comme la nôtre, on favorisait toujours les mêmes diplômes. Ce qu'on a changé aujourd'hui, c'est que pour faire des partenariats avec nos écoles, déjà nos écoles cibles ne sont pas les mêmes. On a ouvert une panoplie qui n'existait pas en termes d'écoles cibles et on a changé aussi des partenaires. Pour être partenaire d'Engie et recevoir nos fonds, il faut que l'école vise la diversité déjà elle-même. Donc, je parle là d'enseignement supérieur, mais pour les écoles, pour arriver justement à avoir cette diversité dans l'enseignement supérieur, il faut agir d'abord dans les écoles, dans la plus jeune âge, parce que après c'est déjà trop tard. Donc, moi, ce que je vous demanderais, c'est justement d'être plus ouvert, d'ouvrir toutes les possibilités à vos élèves. C'est que vous avez très bien dit, en fait, un élève à 14 ans, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à 20 ans, à 22. Moi, j'ai changé 3 fois de métier. J'ai étudié les droits, j'ai étudié la finance et finalement, j'ai étudié les ressources humaines. Maintenant, je suis dans la diversité et l'inclusion. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Et c'est très bien parce qu'on amène avec nous tous ces bagages et on apporte à chaque fois une chose de différente. Donc, il faut ouvrir toutes les possibilités à vos élèves. Faut pas clôturer vos élèves dans des petites stéréotypes, dans des stéréotypes. Il ne faut pas fermer les portes, faut ouvrir les portes. C'est ça qu'on attend des professeurs, c'est qui va être très utile pour les entreprises plus tard. Et je voulais juste parler de la paternité parce que c'est vraiment très important. Si on veut faire avancer la cause des femmes dans l'entreprise, il faut augmenter les jours de paternité pour les hommes. Il faut augmenter les jours d'absentéisme pour les hommes. Et en plus, il faut leur donner aussi les droits de faire des professions qu'ils n'ont jamais imaginées. Donc, dans les écoles aussi, on peut dire aux hommes, ils peuvent faire la psychologie. Ils peuvent faire d'autres métiers qu'ils n'avaient jamais pensé. Ils peuvent même être sage-homme. C'est ce qu'on n'avait pas pensé auparavant. Donc, dans l'école, de la même façon qu'on pousse les filles dans les métiers techniques, il faut aussi pousser les hommes à faire ce qu'ils ont envie et pas seulement ce que la société pense pour eux. Et moi, j'aimerais juste rebondir, c'est ce que j'ai noté comme commentaire. Je pense que si on devait faire le lien entre ce que c'est l'éducation nationale versus l'entreprise, si j'avais quelque chose à dire, c'est chercher l'appétence de vos élèves. Qu'est-ce qu'ils aiment? Le monde est complexe, les métiers évoluent, il y a des nouveaux métiers aujourd'hui, il y en a qui ont disparu, il y en aura certainement demain qu'on ne peut pas imaginer. Donc, en dehors de cette curiosité, c'est comment cultiver cette appétence. Oui. Alors que l'entreprise, il va plutôt regarder la compétence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont acquis d'une manière factuelle. Ça, c'est notre devoir, notre droit et devoir, c'est de regarder la compétence, non pas le genre, l'orientation, la religion. C'est quelle compétence est-ce qu'il nous faut, comment est-ce qu'on la développe en interne. Pour moi, l'éducation nationale, c'est l'appétence. Et il faut la cultiver. Et si on arrive à discerner, du coup, on ne se posera pas la question du genre, on dira, ah, il aime les fleurs, ben tiens, il peut être fleuriste. Et la cultiver, ça veut dire la susciter aussi? Ah, ben la susciter, oui, et l'encourager de découvrir et avoir le droit à l'erreur. Hein, c'est qu'on peut dire que j'aime les fleurs et puis je commence mon CAP de fleuriste et puis j'aime pas les fleurs, en fait. C'est pas très grave, ils sont jeunes. Et cette erreur-là, s'il y a des moments où c'est plus facile d'en faire, c'est quand on est jeune. Et sur les jeunes, justement, encourager l'alternance, je ne l'ai pas parlé, mais nous, chez Eternity System, typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer énormément. Et grâce au Covid, l'alternance a été quand même pas mal soutenue et je crois que les aides en cours sont toujours en cours. Ça fait rien de ma part. Donc c'est vrai que l'alternance, c'est un super moyen de voir si ça marche ou pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai quitté les études, c'est là que j'ai compris qu'en fait, stagiaire, c'est le meilleur métier du monde. Parce que vous pouvez tester tous les métiers que vous voulez.
Et faire les erreurs. Et faire des erreurs. Et en fait, c'est vrai que je regrette finalement de ne pas avoir fait plus de stages et de ne pas avoir à l'époque trouvé de parcours en alternance qui me permettait de faire ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que l'alternance, c'est un super moyen de savoir si ça nous plaît ou pas, parce que on a le droit d'aller dans un truc, ça nous plaît pas, ben, au moins ça fait un truc en moins sur notre liste. Même si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, au moins on sait petit à petit ce qu'on ne veut pas faire. Donc au fur et à mesure, on va trouver sa voie, c'est ça. Tammy Moulin, il y a quelqu'un qui vous demande aussi de revenir sur votre parcours professionnel, parce que vous l'avez... Alors, j'ai rien prévu. Donc, c'est un hasard. Je suis arrivée en France pour apprendre le français. J'ai fait 3 ans de français et je me suis réveillée en disant, oh, faut peut-être que je fasse des études. Donc, je me suis dit, je suis bilingue. En anglais, à l'époque, personne n'en parlait. Je vais faire de la gestion parce que je trouverai un travail facilement. Donc, j'ai fait une maîtrise des sciences de gestion. Ma maîtrise, je l'ai passée en candidat libre parce que ça faisait déjà 6 ans d'études et j'avais envie de travailler. Donc, j'ai pas le parcours rêvé en France. Je me suis arrêtée en plus à la maîtrise. Master 1, je crois maintenant, ça s'appelle. En revanche, ce que j'avais, c'était le point sur lequel je voulais revenir, c'est le goût du travail. Peu importe le travail qu'on fait, si on est tous là où aujourd'hui on est, c'est parce qu'on a travaillé. Et les métiers d'influenceurs, ils travaillent. Alors, il y en a qui ont la chance de monter et d'avoir 2 millions de vues. C'est un travail en soi-même. C'est que c'est pas juste parce que je poste. Je me suis donné un style. J'ai trouvé comment rédiger. J'ai trouvé ce que j'aimais. J'ai trouvé comment le mettre en valeur. Je me suis investie dedans. Ça, c'est le goût du travail. Et ça, on peut pas faire une vie professionnelle sans travail. C'est sûr. Donc, du coup, après ma maîtrise, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup, mais ça me plaît, j'aime trouver quelque chose qui vous plaise aussi. Je pense que c'est travailler et faire quelque chose qui plaît. Et on n'est pas tous pareils, donc on ne fera pas toujours la même chose. Marie-Hélène, oui, il y a une question pour vous. Comment se projeter positivement quand on est une jeune fille dans une situation de grande pauvreté? C'est-à-dire là, est-ce qu'il n'y a pas en plus un croisement entre les situations de grande pauvreté et puis le fait d'être une fille? C'est sûr que c'est plus compliqué, mais moi je veux toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je reviens sur ce que vous disiez, il s'agit de développer la curiosité, de susciter cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de connaître autre chose, et surtout d'oser aller voir ailleurs. Parce que quand on vit dans une situation de pauvreté ou de grande pauvreté, on a vraiment des freins très importants pour oser aller voir ailleurs, oser se projeter dans un métier ou dans une formation qui va être un peu trop loin de chez soi. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, être motivé pour un emploi. Alors moi, je ne peux que abonder dans votre sens. Simplement, quand je pense aux personnes qui vivent dans la pauvreté ou dans la grande pauvreté, elles sont motivées pour retrouver un emploi. Je peux vraiment en témoigner. Elles sont trop souvent cassées par des années de grande pauvreté. Et là, il faut quelque chose à bâtir ensemble. C'est-à-dire bâtir ensemble des accompagnements, un accompagnement qui va permettre aux gens de tenir au moins les premiers temps dans l'entreprise pour pouvoir durer. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'alternance, Voilà. c'est une réponse tous à les ça. âges, l'alternance. Oui. Une dernière chose, c'est la formation des enseignants à la connaissance et à la compréhension de la grande pauvreté. C'est un de mes chevaux de bataille, mais c'est vraiment... ils ne peuvent pas comprendre, les enfants, les jeunes qu'ils ont devant eux à longueur de semaine, s'ils n'ont pas ce temps de formation, de compréhension de ce qu'est la grande pauvreté et de ce que vivent ces enfants et ces jeunes au quotidien, pour pouvoir justement leur ouvrir d'autres horizons, leur donner envie d'autres horizons. Je pense qu'il faut aussi se dire que l'argent, ça ne doit pas être un frein à son avenir. Enfin, moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je voulais partir à l'autre bout du monde en vacances au soleil. Donc, depuis de 15 ans à 19 ans, je travaillais tous les étés. Je ne partais pas en vacances. Et je me suis offert 9 mois en Australie. Je ne parlais pas anglais. I want to eat, I want to sleep. Mais j'ai commencé par jeune fille au pair, parce que c'est logé nourri, et ça permet d'apprendre l'anglais. Et c'était au bord d'une plage. Donc, j'ai fait comme ça. Et donc, il y a toujours un moyen, même sans argent. Donc, j'ai travaillé pour me financer ce voyage. Ça, on se l'autorise, excusez-moi, quand on est d'un certain milieu social. Quand on vit dans un milieu social très défavorisé,
on ne s'autorise absolument pas ce genre de choses, je vous assure. C'est encore un gap. Bah, moi, j'ai balayé les rues, j'ai été serveuse. En fait, moi, ma mère, elle a élevé 3 enfants toute seule. Et toute seule. Et en fait, elle a bossé. Moi, je la voyais jamais, ma mère. Et j'ai compris que si je voulais m'en sortir de cette situation, fallait que ça vienne de moi, en fait. Non, mais j'entends. Et donc, je pense que c'est possible. C'est pas pour opposer les uns aux autres. C'est simplement que un enfant, un jeune qui n'a jamais vu ses parents travailler, qui ont toujours été au chômage, c'est quand même compliqué de se projeter. Il y a plusieurs situations. Et hélas, nous en avons beaucoup dans notre pays qui sont dans cette situation. Voilà. Je peux juste, chez Engie, on a aussi un CFA, les CFA de la transition énergétique qu'on a créé justement. Et qu'il faut dire une vérité, on a du mal à recruter de jeunes qui veulent avoir cette profession parce qu'il faut d'abord aller les chercher en famille, les montrer qu'il y a une possibilité, il faut du temps. Donc, ça rejoint ce que vous dites, mais c'est aussi la voie de l'alternance. Donc, voilà, les encourager. Il y a une question qui fait écho à des choses que vous avez dites, c'est sur le fait de dédramatiser les changements de parcours, de se dire qu'en fait, un premier travail n'est pas forcément, on ne rentre pas dans une profession ou une filière à vie. Donc comment rendre les changements de parcours plus positifs, moins stressants pour les jeunes et de rendre l'erreur plus constructive? Il faut chercher les bons milliers. C'est vrai, parce qu'il y a des milliers qui permettent l'erreur, il y a d'autres qui non. Pas tout le monde a évolué dans les sens des entreprises inclusives. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent l'inclusion et qui peuvent favoriser un milieu où on peut oser, où on peut faire des erreurs, mais il y en a encore beaucoup qui ne favorisent pas ça. Donc, la première chose, c'est chercher les bons endroits pour pouvoir être soi-même, justement, et pouvoir aller chercher ce qui vous motive et qui vous permet de grandir. Donc, c'est pas toujours facile et je pense qu'on est encore dans une voie d'amélioration. Et je pense qu'il y a une autre chose parce que moi, j'ai changé de métier plusieurs fois parce que je n'étais pas en France. En France, on est encore un peu plus dans l'idée qu'il faut suivre le même métier à vie. Ça va changer parce que le monde change et la France est en train de changer aussi. Oui. Donc, il ne faut pas se démotiver parce qu'on a eu un non à au premier essai. Il faut aller chercher. Mais là aussi, il y a peut-être un rôle des entreprises pour favoriser ce genre de trajectoire. Exactement. Ou en tout cas, ne pas les pénaliser. Ne pas les pénaliser. Il y a un rôle des entreprises justement à créer des parcours de carrière variés. Et ça peut se faire. Et ça peut se stimuler dans les entreprises. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui ont la possibilité d'offrir plusieurs métiers différents. Et il y a d'autres qui ne sont pas aussi grandes, qui n'ont pas autant de diversité des métiers pour pouvoir offrir ça. Donc, si vous ne trouvez pas votre voie dans l'entreprise où vous êtes, va chercher une autre. Il y a toujours une autre qui va vous valoriser. Il y a une chose que j'ai vue l'autre jour que je trouve super intéressant, c'est que une bouteille d'eau peut valoir plusieurs prix. Ça dépend d'où elle est. Si vous l'achetez dans les supermarchés, ça va coûter 50 centimes. Si vous l'achetez dans un bar, c'est 2 euros. Si vous l'achetez à l'aéroport, c'est 5 euros. Il faut aller toujours vers où on est valorisé, en fait. Il faut chercher cette valorisation. Si vous n'êtes pas valorisé là où vous êtes, il faut aller chercher ailleurs. Et ça, c'est un risque pour les entreprises. Chez Engie, je peux vous dire, quand on a créé les programmes pour femmes, on a perdu beaucoup de femmes. Parce que les changements de l'organisation ne vont pas aussi vite que l'ambition qu'on les a donnée. Et ça, c'est un risque qu'on prend. Donc, il faut changer vite l'organisation pour qu'on puisse créer l'environnement inclusif pour les femmes et pour toutes sortes de diversités. Sinon, on va le perdre à la concurrence parce qu'il y a toujours une autre entreprise qui va savoir faire mieux que nous. Donc, voilà. Peut-être aussi favoriser les mi-temps. Enfin, moi, je sais que dans mes amis trentenaires, on est de plus en plus à faire des 3 jours ou des 4 jours au lieu de 5 sur 5. Je connais des gens qui sont consultants en analyse de cycle de vie et clowns. Je connais des gens qui sont en charge des financements de leur entreprise et freelance en marketing. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui ont comme ça des 2 métiers, en fait, qui peuvent être soit toujours un peu dans le même environnement, mais un coup salarié, un coup freelance, soit vraiment radicalement opposés. Et ça, c'est vrai que
de ne plus faire que du temps plein et de permettre du mi-temps, du 4/5e, ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir être vraiment épanouis. Et en plus, ce qui va, même si ça, on parle de consultant environnemental et clown, et ben on pourrait se dire mais c'est une perte de valeur pour moi, alors que non, en fait cette personne elle va s'aérer l'esprit, elle va voir autre chose ailleurs, et donc elle va apporter de la valeur, et parfois son activité de consultant en environnement elle va peut-être aussi alimenter son travail de clown. Voilà. Donc en fait ça se nourrit, et donc de permettre des profils comme ça un peu de slasher, ça permet de nourrir. Oui, allez-y. Non, juste venir sur peut-être le côté éducation nationale, parce que je pense qu'on demande beaucoup aux enseignants aujourd'hui. Je pense qu'il y a un rôle éducatif qui va parfois au-delà de ce qu'on pourrait attendre de l'école. Mais pour permettre l'erreur, il faut peut-être autoriser de prendre la voie de sortie, parce que je sais qu'on propose aux jeunes qui sont immatures, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, assez rapidement de sortir de la voie standard où il n'y a plus d'alternative pour eux. Je pense que c'est vraiment quelque chose, si je pourrais encourager, de leur donner une chance au moins de continuer, de poursuivre, de chercher ces appétences, de trouver peut-être des questionnaires avant de dire que vraiment il n'y a plus rien pour eux à l'école. Je pense que ça c'est compliqué. Peut-être. Dernière question pour Sophie Béjean. Oui. Maria Lelgrave, vous parliez tout à l'heure de la formation des enseignants. Alors je vous livre la question telle qu'elle est formulée. Au-delà de la formation initiale de 18 heures sur ces sujets, des temps de formation continue au sein des établissements sur des temps clés des conseils de classe, par exemple, pourraient-ils être mis en œuvre, par exemple, pour sensibiliser les professeurs qui peuvent inconsciemment renforcer des représentations genrées avec des commentaires sur les bulletins scolaires? Oui, merci. La question est aussi. Alors je vous précise qu'il nous reste 5 minutes. Oui, très bien. Je crois que j'ai un écho, donc je ne sais pas si c'est normal. C'est réglé là. La question est précise et la réponse l'est aussi. La réponse est positive. Oui, dans les établissements scolaires, et en particulier à la demande d'établissements scolaires, il peut être organisé par les académies, par les écoles académiques de formation continue, des formations dédiées pour sensibiliser effectivement les professeurs à tout ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre ces stéréotypes de genre. Un mot sur les stages et sur le niveau du collège. Moi, j'ai une proposition qui ferait plus de liens encore avec les entreprises, c'est que dans chaque entreprise, vous avez des collaborateurs qui prennent des stagiaires de 3e, des élèves de 3e en stage, souvent les enfants d'autres collaborateurs de l'entreprise. Je vous invite à chaque fois à prendre en plus soit une fille, lorsque vous êtes dans des milieux plutôt où il y a peu de mixité, soit des jeunes d'origine très modeste, par exemple issus des collèges de l'éducation prioritaire ou des collèges ruraux d'un territoire très pauvre, comme il en existe aussi. Et ainsi, d'une part, on leur ouvrira la porte vers d'autres horizons, on leur donnera peut-être envie, et puis s'ils se trompent, c'est pas grave, parce que ça n'est qu'un stage de 3e. Merci. Alors, Maria Legra, il nous reste 4 minutes. Si vous aviez, vous, des conseils à donner aux enseignants ou aux chefs d'établissement, est-ce que vous auriez des idées de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent mettre en œuvre pour… D'écouter les jeunes, de leur faire confiance, de prendre le temps de les écouter et de vraiment entendre leurs envies, parce qu'un stage en 3e, pour définir ce que l'on va faire plus tard, c'est quand même très court. Et donc, si on pouvait les ouvrir à plusieurs stages, pour oser aller découvrir plusieurs milieux professionnels et oser se dire, mais non, finalement, je n'ai pas envie du tout de travailler dans le bâtiment, mais j'ai plutôt envie de travailler dans la création ou dans la couture ou que sais-je, ça vraiment, ça serait formidable. Donc, prendre le temps d'écouter les jeunes, ça me semble un premier point très important. Oser croire qu'ils ont en eux des potentiels pour aller chercher ailleurs, pour aller décider leurs parents aussi. Parce que c'est pas si simple. Hein. Vous savez, moi, je ne parle que des milieux les plus défavorisés. Je suis là pour ça. Hein. Mais dans les milieux les plus défavorisés, il y a beaucoup de freins. Non pas que les parents ne veuillent pas que leur enfant réussisse et que leur enfant aille faire des études, mais les freins d'abord financiers et puis d'autres freins
vraiment sont énormes. Donc, pour dénouer les freins qui empêchent les jeunes d'aller vers des filières que vous pouvez leur proposer, il faut du temps. Donc, il faut vraiment s'y prendre bien en amont et prendre vraiment le temps de les connaître pour qu'ils osent dire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est peut-être ça le message que j'ai envie de laisser. Merci beaucoup. Merci à toutes les 5. Merci pour tout ce que vous avez dit, qui est vraiment une belle source d'inspiration pour tout le monde. Merci encore. Merci.